Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Et des nouvelles aujourd'hui qui touchent le domaine de l'énergie, ce dossier, entre autres, d'Hydro-Québec. Il semble qu'il y a des citoyens au Québec, une catégorie de citoyens qui se permet de ne pas payer son compte d'électricité. Et ça va faire énormément réagir. C'est une histoire de Thomas Gerbet de Radio-Canada qui nous apprend ce matin que 15 communautés des Premières Nations sur 41 au total accumulent des retards de paiement envers Hydro-Québec. Total de la dette, Mario, j'espère que tu es bien assis. Mais c'est le chiffre qui jette à terre. Là. 250 millions de dollars. Pardon? Oui, 250 un quart de milliard de dollars. Et je vous donne un exemple qui est cité dans le reportage. Et je me permettrais de dire, des gens qui ne payent pas leur électricité, mais tu pourrais le formuler autrement. Nous avons payé leur... Tu comprends? Hydro l'a produit, Hydro a fait l'entretien de ses lignes, Hydro a payé ses employés pour... Donc, si tu payes pas, tu comprends? Si des gens ne payent pas, ça veut dire que l'ensemble des autres clients d'Hydro-Québec ont payé pour eux. Tout à fait. Et je vous donne un exemple qui est cité dans cet article-là. Un homme qui s'appelle Alexis Malek, qui, lui, n'a pas ouvert son compte d'Hydro, ses enveloppes, là, depuis des années et des années. Et là, à un moment donné, ils ont fait le test avec le journaliste, 75 555 $ en souffrance. On nous dit qu'Hydro-Québec n'a pas coupé l'électricité depuis des années et des années dans ces communautés-là. En moyenne, là, puis là, on donne quelques exemples, notamment à Nutashquan. En moyenne, les gens ont 35 000 $. Nutashquan, c'est Natashquan, c'est la communauté Innu à côté de Natashquan. À côté de Natashquan. Donc, 35 000 $ en moyenne de compte en souffrance. Par résidence. À Chisasibi, 39 000 $. Et il y a une citation qui retient notre attention aussi dans le reportage de Thomas Gerbet, c'est « Tu détruis mon territoire, je détruis ta facture ». Et ça cause un énorme malaise au sein d'Hydro-Québec, source de division. Je comprends qu'il y a des revendications, mais je veux dire, il y a eu l'après des Braves. Avant ça, il y a eu l'entente avec les CRI pour la baie James. Je veux dire, le gouvernement du Québec, Hydro-Québec, a versé des fortunes aux CRI. Aujourd'hui, les CRI ont Air Québec, des compagnies de construction, des compagnies Air Québec, compagnies d'aviation, des bureaux à Place... Grand Council of the CRI ont leur bureau à Place Ville-Marie, là. Je veux dire, Hydro-Québec a versé des sommes. Est-ce que c'est assez, pas assez? Est-ce que certaines communautés, comme les Inuits de la Côte-Nord... Mais si on pense que c'est pas assez, c'est la collectivité qui doit négocier de meilleures ententes avec Hydro-Québec. Ce, d'ailleurs, à quoi Michael Sebia a démontré de l'ouverture. Excuse-moi, ça peut pas être individuel, parce que ce que je comprends du reportage, c'est qu'à l'intérieur même des communautés, c'est pas tout le monde. Il y a bon nombre d'Autochtones qui payent leur compte et qui disent, ben non, moi, je vais être en règle, puis je paye mes affaires, puis je paye... T'imagines-tu à l'intérieur même des communautés, l'injustice entre celui qui paye... Dans le fond, présentement, ceux qui payent, là, ils payent pour rien, là. C'est comme un fou dans une poche, là. Parce que ton voisin qui a jamais payé son compte, personne l'achale, personne le coupe, personne le débranche. Fait que c'est un encouragement à pas payer, là. Mais la somme totale, en fait, on dirait que... C'est-à-dire que quand on lit le début du reportage, on se dit, il va en avoir pour 4 millions, 8 millions. Un quart de milliard. Un quart de milliard. Tu pensais? Alors, c'est fou. C'est complètement fou. Et toujours dans le domaine de l'énergie, le dossier Nordvolt, ce fabricant de batteries qui continue de faire du bruit. Il y a d'une part le Parti québécois qui a demandé un débat d'urgence à l'Assemblée nationale et il y a un nouveau terme qui a fait son apparition de la part de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, qui parle maintenant de risques contrôlés, Mario, pour Nordvolt. Rappelons que les coupes d'emplois, 1600 emplois en Suède, ça a provoqué effectivement une espèce d'électrochoc, beaucoup de craintes, notamment pour les projets à l'extérieur de l'Europe, là. Et pensons bien sûr plus près de chez nous, à Saint-Basile-le-Grand et sur la rive sud de Montréal. Dans ce cas-ci, 710 millions de dollars de fonds publics ont été investis jusqu'à maintenant. Nordvolt rassure quand même, mais il vient pas en entrevue, c'est un peu ça aussi le problème, là. Mais on assure le politique que le projet est toujours sur les rails quand même, mais ça rebondit à Québec, à la période de questions à l'Assemblée nationale. Je te fais entendre, d'une part, les commentaires de Paul Saint-Pierre Plamondon et d'autre part, François-Philippe Champagne, qui est l'autre espèce d'architecte de ce projet-là, avec Pierre Fitzgibbon. On oublie que le fédéral, c'est ça, est totalement partenaire avec Québec là-dedans. Le premier coup de fil, c'est François-Philippe Champagne qui l'a fait. Alors, voici ce que les deux avaient à dire. Parce que le contexte a changé. Exactement comme dans le cas Bombardier C-Series, on avait dépensé trop vite, on avait mal calculé les risques
Et quand le risque s'est avéré matériel, on a réévalué à travers un débat d'urgence. Donc, c'est ça l'intérêt. C'est une stratégie de 5, 10, 20, 30 ans en disant, si on veut rentrer dans le marché nord-américain, le marché le plus lucratif au monde, on doit évidemment avoir une usine en Amérique du Nord, c'est ce qu'on voit là. Ce qui est important, c'est qu'on ait réussi à rentrer le Québec dans l'industrie automobile. C'est ça le grand gain. Ouais. Je dois dire là-dessus que le Parti québécois, on demande un débat d'urgence, dit que le gouvernement nous cache des choses. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose de caché, parce qu'à un moment donné, si tu demandes au gouvernement qu'est-ce qui va arriver avec Nordvolt, là, ils savent pas. Là. C'est une compagnie, il y a des difficultés financières, doit se refinancer, mais il y a une part de risque. C'est pour ça que le gouvernement reconnaît l'existence d'un risque. Mais est-ce que si quelqu'un avait une boule de cristal et connaissait l'avenir, ça serait facile de gérer. Maintenant, je comprends que Paul Saint-Pierre Plamondon fait son travail d'opposition, de surveiller les fonds publics, mais il y a deux enjeux de crédibilité pour le PQ. Le premier, c'est, on se comprend que si au pouvoir, tu as le PQ, puis là, je repars dans le passé, des Jacques Parizeau ou des Bernard Landry. Une crédibilité économique. Puis, ils investissent dans Nordvolt. Maintenant, Bernard Landry aurait fait exactement le raisonnement de François-Philippe Champagne ou de Pierre Fitzgibbon aurait dit, hey, on peut pas laisser passer ça, filière batterie, faut que le Québec se positionne, comme il l'a fait dans les jeux, comme il l'a fait dans le commerce électronique. Bernard Landry, à mon avis, aurait investi de la même manière. Alors, quand le PQ dit c'est épouvantable d'avoir fait ça, tu dis, ouais, le PQ aurait fait la même chose, c'est sûr. Deuxième chose, tu dis, OK, François-Philippe Champagne a passé sa vie dans le monde des affaires. Pierre Fitzgibbon a passé sa vie dans le monde des affaires. Ils font ce deal-là. Là, au PQ, on dit, c'est un mauvais deal, ça n'a pas de bon sens, on s'est fait avoir. Ils sont 4 dans le caucus du PQ, à ma connaissance. Il n'y en a aucun qui a la moindre expérience du monde des affaires. Ouais, OK, vous faites votre job de parti politique d'opposition, mais c'est qui dans votre gang, c'est qui dans les 4 que vous allez nous dire, si lui avait été ministre, Pascal Bérubé ou M. Paradis, ou, si lui avait été ministre, il m'a dit une affaire, Nordvolt aurait négocié un meilleur deal. T'sais, excuse-moi, mais j'entends ça, puis j'ai un sourire en coin. Là. C'est le PQ, à mon avis. Puis c'est aussi vrai de Québec solidaire, où vous auriez fait quoi? Parce que c'est ça l'autre bout. Si un parti... Le seul, à mon avis, qui a une crédibilité, c'est Éric Duhaime, qui lui a toujours dit, moi, je suis contre les subventions, puis la filière batterie, on n'embarque pas là-dedans. Je pense qu'il fait une erreur. Je pense que le Québec devait se positionner dans le monde automobile. Mais il est cohérent. Lui, il n'a jamais été pour ça. Mais tu sais, des gens qui étaient pour la filière batterie, pour tout ça, puis là, il y en a un projet qui tourne mal, Nordvolt, puis qui dit, là, ça n'a pas de bon sens, c'est fait avoir, puis tout ça. Ça fait partie de l'opposition qui fait des ballons, puis qui a l'air quasiment content que l'argent des Québécois, ça tourne mal, puis, excusez-moi, mais ça n'a pas encore mal tourné, là. Faut pas paniquer non plus. Il y a des difficultés financières importantes pour une entreprise en croissance. C'est inquiétant. Mais c'est pas mort. Là, mais Mario, parlant de faire des ballons, quand, par exemple, le PQ brandit le souvenir de la C-Series, est-ce que c'est valable comme argumentaire? Ça s'applique à moitié. Ben, c'est un investissement qui semble mal tourné. Puis même la C-Series. La C-Series, ça a planté à cause de Bombardier. Mais sais-tu quoi? On a... tellement... Le ministre Jacques Daoust, là, qui est décédé aujourd'hui, on l'a descendu en enfer... Tu sais que c'est pas encore sûr qu'on fera pas de l'argent avec ça, la C-Series. En étant, par exemple, présentement, à la Mirabel, il y a des jobs et on a encore des actions dans la C-Series qui, à un certain point, valaient plus grand-chose. Mais là, qui reprennent de la valeur. Fait que peut-être qu'en 2035, on dira, tu sais quoi, tu sais, n'importe qui achète des actions de compagnie en bourse, des fois, tu les achètes, là, puis 2 ans après, tu te dis, batèche, là, dans le fond du baril. Puis 10 ans après, si t'es garde, 10 ans après, tu prends ta retraite, c'est le coup de ma vie. Fait que tu sais, faut rester calme, faut rester prudent, faut reconnaître une prise de risque. Mais peut-être que Nordvolt, peut-être qu'en 2035, on va dire Nordvolt, là, c'est le coup du siècle, là, tu comprends? C'est la meilleure chose que le Québec... Puis peut-être que ça sera passé au rang des catastrophes. Catastrophes. Ça aurait été des pertes financières, puis un mauvais dossier, mais je veux dire... sauf que quand t'es dans l'opposition, faut que tu réclames de la rigueur du gouvernement, que tu mettes de la pression pour que le gouvernement donne leur juste. Faut que tu fasses attention. Faut pas t'ailler l'air de souhaiter que le Québec perde son argent. Faut pas t'ailler l'air de souhaiter que ça plante parce que politiquement, ça serait payant pour toi.
Il y a eu un incendie, toujours dans le domaine des batteries. Il y avait des batteries au lithium entreposées dans un conteneur incendie au port de Montréal. Oui, c'était majeur, là, imposant panache de fumée au cours des dernières heures. C'est un conteneur qui avait à l'intérieur 15 000 kilos de piles au lithium. Notre collègue de TVA Nouvelle, Anne-Sophie Jobin, est sur place. Anne-Sophie, c'est quoi la situation ce matin? Il y a plus du tout de danger là dans la qualité de l'air pour les résidents qui vont sortir de chez eux ce matin. C'est terminé, ça. Et il n'y a plus beaucoup non plus de fumée qui est visible, surtout pas à cette heure-là. Il fait encore noir, mais les pompiers me le disent. Presque plus de fumée. C'est vraiment maîtrisé, cet incendie, mais les pompiers ont travaillé très tard hier soir, même cette nuit, à maîtriser l'incendie. C'était assez compliqué comme opération parce qu'ils devaient tout d'abord refroidir le conteneur et ensuite l'ouvrir pour maîtriser l'incendie à l'intérieur. C'est un camion même de l'aéroport, un camion de pompiers qui est venu avec une lance perforatrice pour l'ouvrir et ensuite maîtriser l'incendie à l'intérieur. Là, ces batteries-là, c'est quand même 15 000 kg de batteries lithium. Là. C'est assez inquiétant, surtout quand c'est un port comme ça, essentiel aux exportations et importations. On s'inquiétait hier soir, mais plus de peur que de mal. Ce qui a été vraiment dérangeant hier, ce sont les résidents qui ont été évacués de chez eux, ceux aussi qui ont dû finalement être en confinement. On a demandé de fermer les fenêtres parce que l'air était vraiment dangereux. La circulation sur Notre-Dame aussi qui était fermée dans les deux sens pour une bonne partie de la soirée. Donc, odeur qui inquiétait, beaucoup de fumée. Là, ce qu'on se demande ce matin, c'est les gens qui ont respiré l'air hier soir, est-ce qu'il y a des dangers pour leur santé? On attend un retour d'urgence environnement à ce sujet-là. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci. Salut. On va se déplacer à Ottawa. C'est aujourd'hui, donc, que Pierre Poilievre va avoir l'occasion de déposer sa fameuse motion de censure dont on discute depuis 2 semaines. Dans le but de renverser le gouvernement, il n'y a pas de gros suspense. Par contre, on sait d'ores et déjà que Pierre Poilievre n'a pas trouvé de partenaire de danse pour faire adopter cette motion de censure-là et renverser le gouvernement. Le Bloc québécois avait déjà annoncé ses couleurs la semaine dernière. Par contre, c'est dans la presse ce matin, on peut lire qu'il y a peut-être une autre fenêtre qui va s'ouvrir pour M. Poilievre. Jeudi. Enfin, alors, on va rejouer dans le film. Toi et moi, c'est un peu, pas de l'enfantillage, c'est de la stratégie politique. Puis il va vouloir peut-être faire voter à répétition les autres pour pouvoir dire le Bloc a sauvé Justin Trudeau 8 fois. C'est ça. Pour répéter ça. Voilà. Mais on s'entend que si le Bloc vote pour maintenir le gouvernement en place mercredi, il va voter la même chose jeudi. Et je pense pas qu'il va changer d'idée dans la nuit. Fait que c'est un peu de l'enfantillage aussi. Là. Ouais, ça va être intéressant de surveiller le ton aussi. On se souviendra que la semaine passée, c'était très, très acrimonieux. C'est fini, ça, là? Ça a l'air que c'est fini, là. T'as raté la journée d'hier, une motion du Bloc sur la civilité. La violence, les insultes et les menaces n'ont pas leur place, Mario, au sein du Parlement. C'est non. Alors, on invite les parlementaires à se comporter avec du civisme, du respect. La semaine passée, ce qui avait retenu l'attention, c'est justement le Jack Meeting qui s'était avancé vers Pierre Poilievre. Là, on a toutes sortes de versions. Là. Les libéraux ont leur version, le Bloc a sa version, mais le Bloc était plus près de l'action. Alors, reprenons un peu leur parole. Et les bloquistes disent, ça vous laisse taper sa gueule. Là, c'est comme si M. Singh invitait M. Poilievre à en découdre, là, puis pas en découdre verbalement. Alors, ça sera quoi l'ambiance, le ton? Ce sera intéressant à voir aujourd'hui à Ottawa, Marie. Et M. Trudeau, pendant ce temps, lui, était à New York pour l'ONU et il a profité de son passage à New York pour aller sur un célèbre plateau. Oui, celui de Stephen Colbert, de Late Show. Essentiellement, c'est du variété, là. C'est pas un hot seat, là. C'est pas une entrevue politique, mais quand même, M. Trudeau a confirmé qu'il allait se représenter, voulait avoir un autre mandat, a dit qu'il comprenait les frustrations quand même des Canadiens. Et là, Colbert a essayé de jouer un petit peu au jeu des comparaisons, là. Comparer Poilievre au Trump du Canada. M. Trudeau a pas embarqué là-dedans, ni lorsque l'animateur a fait référence à la fameuse citation de Trump, là, « They're eating the dogs ». Il est pas trop allé là. Il était prudent dans l'ensemble. Oui, il a été très prudent. Ton imitation est très bonne, Alex. C'est pas pire. Ma tournée de spectacle s'en vient. Là. Je vais afficher les dates bientôt sur Instagram. Mais je vous fais entendre un petit extrait où M. Trudeau a quand même lancé une petite flèche là, aux Américains, ou en tout cas un petit clin d'œil sur notamment le coût des médicaments. L'animateur posait la question à M. Trudeau, oui, vous avez des médicaments, vos médicaments sont moins chers au Canada, il y a des Américains qui viennent en acheter. Et là, M. Trudeau répond, peut-être que si vous aviez une assurance santé qui avait de l'allure, je le paraphrase, les Américains n'auraient pas à faire ça. Revivons le moment ensemble. We come up to you guys to get cheaper drugs. Yeah, we come over the border for cheaper drugs. You guys okay with that? We're happy to try and help you out, but it'd be really easier if you guys had universal health care. Ouais.
Suivi d'applaudissements quand même nourris du public présent là-bas qui ont eu l'air de trouver M. Trudeau bien sympathique. Chaleureusement. Mais tu sais, l'aspect, il dit qu'il comprend les Canadiens, qu'il reconnaît les problèmes. Là. Il veut tellement se mettre comme à l'écoute des Canadiens. Le descriptif qu'il en faisait, les gens ont de la misère à payer leur épicerie. Puis tu dis, oui, c'est vrai que tout coûte cher. Mais je lisais le descriptif, puis je me disais... C'est quasiment pire que la réalité. Quand même, oui, au Canada, les gens sont serrés, ils n'ont pas aimé l'inflation. Quoique là, l'inflation s'est calmée, mais tu lisais ça et tu avais l'impression d'un pays, le Canada, où le monde mange plus. Ah ouais, du tiers-monde. Du tiers-monde, où le monde mange plus. Puis tu dis, globalement, moi, si je regarde, au Québec, oui, il y a des gens dans les banques alimentaires, il y a une partie de la population qui en arrache. Mais je veux dire, l'ensemble de ceux qui veulent plus voter Justin Trudeau, je pense qu'il y en a quand même. Il y a quand même des gens qui mangent leurs 3 repas par jour, qui font leur épicerie. Quand même. qui votent pas pour lui quand même. On a un bilan là, de ces attaques d'Israël. Israël dit évidemment qu'il dit toujours frapper des cibles militaires là, du Hezbollah au Liban, mais ça fait néanmoins beaucoup de victimes. 492 morts, Mario, plus de 1600 blessés. Il y a eu une intensification des frappes. Là, on parle d'au moins une cinquantaine de projectiles aussi qui ont été tirés et qui ont été lancés du Liban vers son territoire. Alors, de part et d'autre, on s'échange des tirs. Israël dit qu'un grand nombre de ces 492 victimes sont des membres du Hezbollah. Mais c'est clair que ça crée énormément de perturbations, entre autres dans le transport aérien. Qatar Airways qui suspend ses vols à destination de Beyrouth jusqu'à demain, entre autres. D'autres compagnies qui ont réduit leurs services vers Israël, vers l'Iran aussi. On s'entend qu'on veut pas être dans le ciel lorsqu'il y a une pluie de missiles comme ça. Mais je voyais Israël, tu sais, on se fait faire de la propagande de chaque côté, mais il y avait des images qui circulaient hier qui démontraient la difficulté de frapper des cibles militaires qui sont t'avais une espèce de building résidentiel puis qui avait été bombardé, puis c'est sûr que c'en est un qui a fait des morts. Mais tu voyais le feu d'artifice, ça faisait arrêt, paf, paf, paf. Fait que là, tu comprenais qu'il y avait des missiles qui avaient... À l'intérieur. Fait que tu regardais la scène, c'était vraiment bizarre parce que tu disais, voyons, ça a vraiment l'air du résidentiel, mais dans l'espèce de garage ou de jonction, tu voyais les explosions à répétition. C'est la même chose à Gaza aussi. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est le Hezbollah, le Hamas ont mis des cibles militaires, des entrepôts d'armes dans des endroits où les humains servent de bouclier. Ça donne ça comme bilan aussi, là. Ouais, et c'est sûr que ça rebondit à New York, au sommet de l'ONU. Bien sûr que tous les dirigeants du monde, encore une fois, ont à l'œil ce qui se passe. M. Trudeau est encore là aujourd'hui, là. Rencontre, entre autres, la présidente de la Commission européenne. Et il y aura une rencontre entre M. Trudeau et Volodymyr Zelensky à surveiller aussi aujourd'hui à New York. Marie-Gabrielle, exposition de photos à Montréal. Connaissez-vous le Centre Phi? Oui. Oui, donc je vous déplace dans le Vieux-Montréal. Les activités du Centre Phi sont pas toujours gratuites. Là, c'est le cas. Le super réalisateur, directeur photo André Turpin, on le connaît associé à Xavier Dolan, à Philippe Falardeau, un crabe dans la tête, c'était lui aussi, nous propose un projet vraiment intéressant. 10 photos grand format. C'est un travail à 4 mains, donc entre André Turpin et Léa Valérie Letourneau. Vous savez, lorsqu'on veut tourner un film, une série télé, on a un scénario, puis là, on fait un repérage de lieux. Faut camper l'histoire. André Turpin nous propose l'exact contraire. Alors, le contraire du photojournalisme, il est allé par coup de cœur repérer des lieux. Je pense à un entrepôt, un sous-sol de maison, un bureau, un dépanneur, des lieux qui, selon lui, dictaient une histoire. Alors, à partir de ce qu'ils ont vu, c'est le décor qui a proposé un scénario. Là, c'est vraiment un travail photographique, ce n'est pas du cinéma. Alors, les deux artistes se sont amusés après à insérer les personnages, mais c'est pas du photomontage. Là, il y a vraiment des acteurs qui ont été installés dans les lieux. On a suggéré une scène qui aurait pu arriver dans ces lieux-là. Et il faut connaître le travail d'André Turpin. J'ai mis une photo, là, vous pourrez facilement aller la consulter. C'est un maniaque. C'est un maniaque de l'image. Les photos que vous allez voir, il n'y a pas de retouche et tout est au foyer. Il n'y a aucun objet. Il faut savoir que les photos là, sont surchargées. Il n'y a aucun objet qui est hors foyer, flou, comme on appelle. Il voulait ça de qualité œil humain. C'est super intéressant. Donc, c'est présenté au Centre Phi jusqu'au 20 octobre. C'est gratuit. Ça s'appelle Clusters. Donc,
amas, espèce d'accumulation. Puis j'ai l'impression que même dans la proposition, il y a de l'accumulation de couches. Nous autres aussi, on a envie de s'inventer l'histoire. Oui, il y a 10 scènes comme celle-là. Exactement. Moi, si mon salon avait l'air de ça, je pense que j'hyperventilerais, sincèrement. Ça y est, moi, je suis très minimaliste. C'est ce que j'allais dire. Je suis très rangé, très minimaliste. Là, j'aurais une petite attaque de panique, là, c'est sûr. Ah ouais, toi, tu fais de... Non, moi, il faut que... Non. Pas trop... Tu sais, dans la décoration, pas trop surchargé. Ah ouais, puis Mario, toi ici, épuré. Ça se fait-tu, ça? Quand tu semaine au chalet? Je réagis nettement mieux qu'Alexandre. Non, mais ça, c'est... Moi aussi, j'aime ça quand c'est à l'ordre. Ça, c'est trop, là. Mais, je veux dire, je suis pas minimaliste, là. Je suis pas... non, ça, mettons ça, je te dirais, une demi-heure de ménage, ça va être correct. C'est réglé. Une demi-heure de ménage, ça va être correct. Et finalement, le Canadien est en action hier soir pour son premier match pré-saison. Une belle victoire, Mario, de 5-0 contre les Flyers de Philadelphie. Début de Luke Tuch, David Savard, Emil Heinemann, Josh Anderson et Alex Barré-Boulet. Prochain match, c'est ce soir contre les Devils du New Jersey. Et dans la NFL, on avait un programme double pour le football du lundi soir. Les Bills de Buffalo ont empaillé les Jaguars de Jacksonville 47-10. J'ai vu les premières minutes. Ouais, c'était épouvantable. Oui, une leçon de football. Ouais. Très, très belle performance du quart arrière Josh Allen. 23 passes complétées, 263 verges de gain, 4 passes de toucher. Et dans l'autre match, les Commanders de Washington ont surpris les Bengals de Cincinnati 38-33. Bengals, ça devient décevant. C'est une équipe qu'on voyait comme compétitionnant pour le Super Bowl dans les dernières saisons. L'année passée, on disait, là, Joe Burrow a été blessé, leur corps arrière. Mais là, cette année, ils sont 0-3 après 3 matchs. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie. Débat, opinion et analyse.